L'essentiel, la suite, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Marc Semo, collaborateur à l'hebdomadaire Challenge et au Journal Le Monde. Bonjour Marc. Bonjour. Et Karim Yayaoui, grand reporter ici à France 24. Bonjour Karim. Bonjour. Avec au sommaire l'Iran prêt à s'en prendre au site nucléaire israélien en cas d'attaque contre son propre programme nucléaire. Un haut dirigeant des gardiens de la Révolution met en garde l'État hébreu. Téhéran pourrait même revoir sa doctrine nucléaire et chercher explicitement à développer l'arme atomique à l'avenir, toujours selon ce responsable de la sécurité nucléaire au sein de la milice iranienne. Et puis la colère du camp pro-européen en Géorgie, le vote d'un texte inspiré de la loi russe contre les influences étrangères pour tenter de mettre au pas les ONG sème le trouble dans le pays et la discorde au sommet du pouvoir. C'est tout de suite, on va plus loin. C'est un vote symbolique, mais qui a peu de chances d'aboutir. Le Conseil de sécurité décide en ce moment même à l'ONU s'il faut ou non conférer à la Palestine le statut d'État membre à l'ONU. Une adhésion pleine et entière qui devrait, selon toute vraisemblance, se heurter au veto des États-Unis, alliés d'Israël. On va évoquer l'Iran évidemment dans un instant, mais Marc, peut-être une réaction, ça vous semble opportun dans le contexte actuel, une manière d'alléger d'une partie de l'injustice historique subie par les Palestiniens. Oui, c'est symbolique. Palestinienne. Ensuite, ça ne résout rien. Donc, le problème est d'arriver. C'est la même chose que c'est le débat à propos. Est-ce que la France doit reconnaître l'État palestinien ? Pourquoi pas ? Mais le problème, c'est que ça doit s'intégrer dans une stratégie beaucoup plus globale pour arriver à une solution du conflit. Manière peut-être de mettre quand même aussi les alliés d'Israël devant leurs responsabilités en les contraignant à user de leur veto, à sortir du bois d'une certaine manière. C'est vrai, sans doute que les Américains vont utiliser leur veto. C'est pas la première fois. Déjà en 2011, cette idée avait été posée sur la table et les Américains avaient utilisé leur veto. En 2012, les Palestiniens ont obtenu le statut d'État observateur à l'ONU. Et malgré qu'on sait pertinemment qu'un certain nombre de pays, 140 pays, ont reconnu unilatéralement la Palestine, sur les 192 membres, mais évidemment, du côté du Conseil de sécurité, les Américains vont très probablement mettre leur veto. Donc c'est évidemment symbolique que cette volonté affichée de la part des Palestiniens. Les États-Unis qui, avec le Royaume-Uni, ont renforcé leurs sanctions contre l'Iran, ciblant notamment le programme de drones. Et cela alors que Téhéran met à nouveau en garde Israël. Si l'État hébreu s'en prend à son programme nucléaire, l'Iran n'aura alors plus de complexe à développer l'arme atomique, ni à s'en prendre au site nucléaire israélien. N'est-ce pas, Siavosh Gazia, à Téhéran pour France 24 ? Le général Ahmad Hartalab, qui est le commandant des gardiens de la Révolution en charge de la sécurité des sites nucléaires iraniens, a affirmé que si Israël lançait des frappes contre les installations nucléaires du pays, à ce moment-là, l'Iran visera également les sites nucléaires de l'État hébreu. Il a ajouté que l'Iran donc avait localisé donc tous les sites nucléaires israéliens. Il faut savoir que samedi, lors de l'attaque iranienne contre Israël, une des bases militaires qui a été frappée et se situait à 20 km des installations nucléaires d'Imona, donc dans le Negev. Il a aussi ajouté, ce même général, que l'Iran, en cas de menace contre ces installations nucléaires, Téhéran pourrait réviser sa doctrine et sa politique dans le domaine nucléaire et ne plus avoir la même retenue, une manière de dire pour Téhéran que Téhéran pourrait aller vers la fabrication de l'arme atomique. C'est pas la première fois, c'est depuis 2 semaines que des responsables iraniens évoquent cette question. Un autre responsable nucléaire iranien l'avait évoqué à la télévision d'État il y a une dizaine de jours. Aujourd'hui encore, un autre général iranien des forces des gardiens de la Révolution, le général Hajizadeh, qui est en charge de la force aérospatiale, donc des missiles iraniens, a affirmé que l'Iran n'avait pas utilisé ces missiles les plus modernes, notamment par exemple des missiles hypersoniques qui ont 5 fois la vitesse du son, et donc ce sont des missiles de génération ancienne, et même aussi des drones donc de génération ancienne qui ont été utilisés dans l'attaque qui a été menée contre Israël, et que si jamais Israël donc s'avisait à attaquer l'Iran, à ce moment-là, l'Iran frappera avec ses armes les plus modernes, l'État hébreu. On va revenir peut-être sur ce dernier point d'abord. Une attaque à minima, l'Iran qui assure n'avoir pas utilisé ses armes les plus modernes lors de l'attaque du week-end. Vous y croyez, vous, Marc ? Pas vraiment, en partie, c'est vrai. Mais c'est le narratif iranien, parce que si on regarde les choses froidement, c'est un fiasco. Bon, 99,4%
Alors des drones, c'est facile, ils volaient à 150 km/h sur 2000 km, ils étaient facile à abattre. Les missiles de croisière idem, mais même les missiles balistiques, il n'y en a que 5 qui sont arrivés. Par ailleurs, la moitié n'ont même pas été détruits par le système israélien d'hommes de fer, mais parce qu'il était défectueux. Donc, le fiasco est quand même patent et tous les experts militaires un peu sérieux disent quand on lance autant de matériel, ce n'est pas uniquement pour faire un feu d'artifice. Alors, oui, c'était calibré en ce sens qu'ils n'ont pas visé, par exemple, les villes. Ils ont visé des bases militaires dans des zones assez désertiques, etc., etc. Et le résultat, c'est un fiasco. Ce qui explique pourquoi il y a aujourd'hui un besoin de la part des Iraniens, des autorités iraniennes, et notamment des gardiens de la Révolution, de plastronner sur le thème. On a du matériel beaucoup plus performant. Si Israël nous touche, ça va être absolument la catastrophe, etc. Parce que quelque part, ils savent qu'Israël réagira, parce que effectivement, tirer directement depuis le territoire iranien, c'est ouvrir une nouvelle phase dans ce conflit qui dure depuis 45 ans, mais qui était jusqu'ici une guerre de l'ombre et et indirect. Par proxy interposé, oui. Par proxy interposé. Bon, voilà, on est dans une situation où ils ont besoin de toute cette opération visée à rétablir leur dissuasion, leur crédibilité. Après, notamment, qu'un des généraux des gardiens de la Révolution, je terminerai là-dessus, Mohammad Reza Zaidi a été tué. Ce qui, par ailleurs, était en plus non seulement l'homme qui, pour les Iraniens, coordonnait les milices Hamas, Hezbollah, mais selon le communiqué du Conseil central de la Révolution, etc., aurait été directement, en plus, impliqué, puisqu'ils ont salué son rôle, dans le déluge d'Al-Aqsa, c'est-à-dire l'opération lancée par le Hamas le 16 octobre. Un fiasco pour l'Iran, comme le dit Marc Karim, ou bien une réponse calibrée pour adresser un simple avertissement à Israël? En tout cas, je ne pense pas qu'ils ont utilisé la fleur ou la crème de leur matériel. C'est vrai que c'est une attaque inédite, massive. Il y avait 140 drones, 120 missiles balistiques. Donc, tout de même, une frappe importante en termes de... Mais en même temps, c'était un petit peu attention, on arrive, puisqu'ils avaient prévenu les Américains de leur volonté de répondre à cette frappe qui avait touché le consulat iranien en Syrie. Donc il y avait cette volonté de frapper massivement, mais en même temps, cette volonté aussi de un peu prévenir tout le monde. Donc clairement, et d'user quand même aussi la défense israélienne avec des coups asymétriques. C'est ce que vous m'expliquiez avant l'émission. Exactement, parce qu'un drone... du type de ceux qui ont été utilisés, c'est 2 500 $, alors que les missiles qui les interceptent coûtent beaucoup plus cher. Les missiles balistiques coûtent plus cher. Oui, bien sûr, les missiles balistiques coûtent plus cher. Les drones, personne n'y croyait, c'était juste pour saturer. Mais, exactement, mais tout de même, ça a mis en branle les systèmes antimissiles qui ont été utilisés par les Israéliens. Et donc... c'est un échec, en tout cas, pour les Iraniens. C'est une façon de dire on a répondu massivement, même si sur le terrain, ça n'a pas eu d'impact comme on a pu le voir lors de ces frappes. Comment interpréter aujourd'hui les menaces de ce dirigeant iranien en charge de la sécurité nucléaire, Ahmad Akhtallah, Marc Semo? Est-ce qu'on est effectivement, comme le dépeigne aujourd'hui, aussi bien d'ailleurs le secrétaire général des Nations Unies que Antonio Guterres, que Joseph Borrell pour l'Union européenne, au bord du précipice d'un conflit régional, avec des répercussions mondiales? On est au bord du précipice. Ensuite, ces déclarations des responsables du programme nucléaire iranien n'ont rien d'étonnant. Alors, effectivement, jusqu'ici, l'Iran prétendait que c'était un programme qui n'avait pas de vocation militaire. Bon, personne n'y croyait. C'est pour ça que depuis 10 ans, il y avait cette mobilisation de la communauté internationale, qu'il y a eu l'accord de juillet 2015 pour encadrer ce programme, etc. On a vu que dès que les Américains ont quitté l'accord, les Iraniens se sont sentis les mains libres et ont encore accéléré leur programme. Donc on est dans une situation aujourd'hui où, selon les estimations des experts, l'Iran aurait très rapidement suffisamment de matière fissile, c'est-à-dire d'uranium enrichi. Pour le moment, il est à 60%, ils ont 120 kilos à 60%, mais c'est très rapide de l'enrichir à 90%. Donc de quoi faire 3 bombes, mais toute la question reste de la miniaturisation et du fait de la mettre sur les missiles. Et ça, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Mais on peut craindre que, alors que Téhéran se rapproche de plus en plus de
Moscou, y compris en termes de coopération militaire étroite, notamment en leur vendant des drones. On peut imaginer que des experts russes, voire des experts nord-coréens, qui est un autre partenaire de ce même regroupement face aux Occidentaux, donnent un coup de main. Fournissent à Téhéran des vecteurs et la munition. Sinon des vecteurs, du moins le savoir-faire pour miniaturiser. Donc on est dans un moment très dangereux. Et le fait de dire oui, on changera nos plans, non, les plans étaient là. L'Iran veut l'arme nucléaire. Alors, ce qu'il voulait, c'était probablement, je terminerai là-dessus, comme Israël, rester dans l'ambiguïté, parce qu'on sait, tout le monde sait qu'Israël a l'arme nucléaire. Israël n'a jamais reconnu avoir l'arme nucléaire, et donc l'Iran pouvait très bien imaginer être exactement dans la même logique. Créer un équilibre de la dissuasion au plan régional, avec là en plus assorti la menace, nous n'hésiterons pas à frapper les sites nucléaires israéliens. On n'hésitera pas à frapper les sites nucléaires. Et pour rebondir sur ce que disait Marc, sur cet uranium enrichi à 60%, il y a des éléments inquiétants. C'est que le stock d'uranium enrichi à 60% a augmenté d'1 tonne en 3 mois, entre le mois d'octobre 2023 et le début de l'année 2024. Donc on sent bien que côté iranien, on accélère un petit peu cet enrichissement de l'uranium. C'est 60%, donc loin des 90% qui permettent de fabriquer une bombe atomique, mais on peut le faire assez rapidement comme le plus dur, c'est les 20%. Exactement. Les premiers 20%. Mais l'AIEA a détecté des particules d'uranium enrichies à 83,7%. C'était en février 2023. Donc il y a cette inquiétude qui est de plus en plus importante. Et vous le disiez, oui, cette volonté de rentrer dans un bras de fer avec Israël, en tout cas à travers les mots de ce représentant des gardiens de la Révolution qui s'occupe de la sécurité des sites nucléaires, c'est tout de même extrêmement inquiétant. Ces menaces, Marc, elles ont de quoi intimider les Israéliens, puisqu'on apprend justement des médias israéliens que Benyamin Netanyahou aurait envisagé un temps des frappes de représailles très rapides durant le week-end contre Téhéran avant de se raviser. Alors, il semble, d'après ce que dit la presse israélienne, que notamment ça avait été les militaires, y compris Benny Gantz, donc, qui est un des chefs de l'opposition, mais qui est un ancien chef d'état-major qui est au cabinet de guerre, qui ont évoqué la possibilité d'une réponse immédiate. Ce qui en soi avait une logique, c'est-à-dire à ces frappes iraniennes un peu pour le moins foireuses, vous répondiez immédiatement par des frappes sur des sites de lancement de missiles ou autres que j'imagine que les Israéliens ont, parce que ça fait des années qu'ils préparent d'éventuelles opérations sur l'Iran. Vous preniez plutôt les défenses iraniennes par surprise, et donc c'était possible après de dire effectivement, comme l'ont fait les Iraniens, l'incident est clos, et de se donner le temps pour d'autres ripostes. Là, comme ils n'ont rien fait, comme leur crédibilité est en jeu, puisque pour la première fois, ils ont été victimes d'un tir direct depuis le sol iranien, il faut que les Israéliens trouvent une réponse, mais une réponse à la fois suffisamment impressionnante, mais en même temps suffisamment calibrée pour ne pas rompre déjà cette espèce de coalition informelle qui est en train de se cristalliser, réunie par les États-Unis autour d'Israël, et surtout ne pas accroître la crise avec l'allié américain. Joe Biden a dit qu'il est à fond pour la défense d'Israël, que le soutien à Israël est inébranlable, mais qu'il ne le soutiendrait pas en cas d'offensive. Et d'ailleurs, dans un corner, là, aujourd'hui, comme on dit. Un petit peu, et d'ailleurs, c'est après une discussion avec Joe Biden que Benyamin Netanyahou aurait décidé de ne pas rentrer dans une logique qui amènerait Israël à frapper. Et c'est vrai que la situation n'a fait que se tendre entre les deux hommes depuis des mois et des mois. Joe Biden a eu parfois des mots extrêmement durs à l'égard du Premier ministre israélien. Et cette opération, si elle avait été menée, devait être parfaite. Ça devait être une opération qui devait être à la fois une réponse et en même temps une réponse qui n'entraîne pas non plus toute la région dans un déluge de feu et de sang. Oui, donc aujourd'hui, on en est réduit finalement à attendre une éventuelle décision israélienne. Plus le temps passe, moins elle a de chances d'advenir. Un des scénarios qui avait souvent été évoqué, c'était qu'Israël en profite pour attaquer le Hezbollah. Dans la mesure où il y a aussi un problème
de la frontière nord, de la sécurisation de la frontière nord qui aujourd'hui est d'une certaine façon très menacée, avec plus de 100 000 Israéliens qui ont quitté leur foyer parce qu'ils sont proches des zones. Donc à nouveau une guerre de proxy finalement comme elle existe. Sauf que c'était de nouveau une guerre de proxy, en plus avec un proxy particulièrement redoutable, parce que les forces dont dispose le Hamas sont hors de proportion avec celles du Hezbollah. Du Hezbollah sont hors de proportion avec celles dont dispose le Hamas. Le Hezbollah, plus de 100 000 apparemment roquettes, fusées en tout genre, etc. 30 000 combattants aguerris, donc c'est tout à fait une autre ampleur. Mais ça ne répondrait pas directement à cette question de répondre à l'Iran sur le même terrain que lui. Un mot peut-être dans ce contexte des sanctions européennes. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Les sanctions américaines et britanniques aussi, on l'évoquait, viser les drones iraniens. Est-ce que ça a un sens? C'est réaliste? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas plus tôt? Les drones employés contre l'Ukraine, il faut le dire. Hein. Oui. Les drones que les Iraniens fournissent aux Russes. Voilà, non, mais l'économie iranienne est déjà exsangue. Bon, ça ne fait pas une grosse différence. Par ailleurs, les sanctions ont toujours bénéficié aux gardiens de la Révolution, c'est-à-dire à toutes les filières qui permettent de contourner, de contrebande, qui permettent de contourner les sanctions. Donc on voit pas très énormément bien, de pouvoir ces dernières années en Iran. Ils contrôlent. Alors ça dépend de, je sais pas, entre 40 et 60% de l'économie, ça dépend des estimations. Mais voilà. Oui, d'ailleurs, il y a un constructeur automobile iranien qui est visé par ces sanctions. Donc, ça ne va pas avoir un effet considérable sur la fabrication des drones, puisque de toute façon, les Iraniens... Les capacités offensives de l'Iran et défensives également. Autre sujet, la colère qui est loin de retomber en Géorgie, avec pas moins de 20 000 personnes qui ont manifesté hier. En cause, le vote en première lecture d'un texte fortement calqué sur la loi russe. Il oblige les structures financées à plus de 20% par l'étranger à s'enregistrer en tant qu'organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère. Pour beaucoup, ce texte est vu comme un moyen pour les partisans de Moscou de faire obstacle aux ambitions européennes de ce pays du Caucase. Porté par le parti au pouvoir du rêve géorgien, cette loi est dénoncée par l'opposition et par la présidente Salomé Zourabichvili. Elle s'est exprimée sur l'antenne de France 24. Écoutez. Ce qui est clair, c'est que 80% de la population est favorable à un avenir avec l'Europe, à une intégration européenne et euro-atlantique. La loi utilisée est une copie de la loi que le président Poutine a imposée à la Russie.